Les pronostics, alors avec des scores la semaine dernière qui ont eu lieu, on va passer à la suite. Non, donnez parce que... Alors, qu'est-ce que tu as fait dans l'optique de ta remontada? La semaine dernière, Grégory a fait 8, Raoul 6, Raphaël 7 et moi... 5, c'est ça? C'est 5. C'est ce que j'ai dit. Le total, ça donne Grégory à 106, Raoul à 97, Raphaël à 99 et moi-même à 93. Bon, clairement, je joue pour ne plus être dernier. Voilà. Vivement les playoffs, j'ai envie de dire. Oui. Vivement que je change le règlement. On va donc passer au pronostic. Alors, on pronostique un match qui a commencé, mais on avait donné les pronostics avant. Lions-Bears, ça vient de commencer. Mitchell Trubisky ne joue pas. Il y a 0-0 entre les deux équipes. Alors écoute, moi avant ce match-là, j'hésitais à mettre Détroit quand même, avant de savoir que Mitch Trubisky était blessé à l'épaule. Le fait que Chase Daniel soit titulaire, ça m'encourage un petit peu plus à mettre les Lions en l'occurrence. Ah mais alors il faudra qu'on sache comment on valide ça parce que parce que nous on a donné mardi avec Raphaël les pronostics. C'est dans ma grille sur Google Sheet. Je donc précise, ça a été rempli hier soir. Il a déjà mis parce qu'on vous précise évidemment qu'on a une grille Google Sheet qu'on remplit tous chaque semaine. J'en appelle à l'huissier, je sais pas si Raoul peut avoir accès. Bon, très bien. Non mais ils sont en train de vérifier là, il y a Camille et Raoul qui sont sur le fichier. J'admire ta confiance. Alors. Il a mis Détroit. Non mais je te fais confiance. Et du coup moi j'ai mis Chicago et je pense quand même que leur défense va les faire gagner. Très bien. Coup d'envoi à 22h30 ce jeudi toujours. Cowboys Redskins. Colt McCoy titulaire pour Washington. Là encore un remplaçant. Lui en l'occurrence c'est définitif pour cette saison. Match physique a priori. On en a parlé un petit peu mardi avec Raphaël. Moi j'ai donné Dallas. Tu donnes? J'y vais avec Dallas également. Je pense que ce sera un match étriqué comme au match aller, mais du côté de Washington, ça fait un peu beaucoup. Surtout que Dallas a repris du poil de la bête, donc Cowboys pour moi également. Match dans la nuit, 7 nuit, 2h20, Saints-Falcons. Donc les Saints à 9-1, les Falcons à 4-6. On peut passer sur ce match-là. Tiens, on dirait moi qui parle des scores. Est-ce que les Falcons peuvent tenir le rythme? Jusqu'au coup d'envoi, oui. D'accord. Après, ça va être plus dur. D'accord. À l'échauffement, ils sont compétitifs. Oui, je pense. Ouais. Alors là, et en plus, Dion Jones joue pas. Alors là, je pense que Ingram et Kamara, ça va être la folie furieuse. Donc un Saints, quoi. Je mets jamais les Falcons, donc c'est pas aujourd'hui que je vais me risquer. Donc j'y vais avec New Orleans. Les Saints pour tout le monde, c'est là qu'ils vont gagner. Tu vas perdre un point. Moi, je prends. Coup d'envoi dimanche à 19h. Les matchs de dimanche, c'est Bengals, 5 victoires, 5 défaites. Browns, 3 victoires, 6 défaites, 1 nul. Les Bengals ont gagné les 7 derniers matchs entre les deux équipes. Ça pourrait peut-être changer vu la défense de Cincinnati, non? Ouais, retour de Hugh Jackson quand même. Retour, j'allais dire à Cleveland. Non, il retrouvaille avec les Browns. Il retrouve les Browns, ouais. J'y vais avec les Bengals à titre personnel. Est-ce que tu as entendu la réponse de Baker Mayfield quand on lui a demandé si ça changeait quelque chose que Hugh Jackson connaisse l'attaque? J'ai pas vu. Il a répondu non. Et ensuite, on lui a demandé des précisions. Il a dit juste non. Très bien. Grande confiance en son ancien coach. Non, j'y vais avec Cincinnati aussi parce que AJ Green revient de blessure. Et la défense des Bengals est très très faible, notamment contre le jeu au sol. Et on sait que la course du côté de Cleveland, c'est une valeur sûre depuis le début de la saison. Après, je pense qu'ils sont capables de maintenir un minimum cette attaque de Cleveland et de faire la différence après offensivement. Ouais, mais les playmakers, Denzel Ward, Myles Garrett, je vais dire Cleveland. Cincinnati. Je vais dire Cleveland. Tampa Bay Buccaneers, 3 victoires, 7 défaites. 49ers, 2 victoires, 8 défaites. Tampa est quand même l'équipe qui gagne le plus de yards en NFL devant les Rams, les Chiefs et les Saints. Je tenais à le préciser quand même. C'est l'équipe qui prend le plus de points en NFL aussi. Ce qui contrebalance quand même. Est-ce que cette fois leur attaque va suffire contre des Niners qui sont quand même pas équipés a priori pour suivre des énormes rythmes, même s'ils s'accrochent et qu'ils sont en place? Alors moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est que tu le disais. Alors paradoxalement, on a une équipe de Tampa qui, tu le disais, inscrit des wagons de yards et commet un maximum de turnovers. Mais cette défense des Niners, même si elle est assez solide globalement, même si elle n'est pas très très glamour de ce qu'on en voit depuis le début de la saison, j'ai pas la sensation en tout cas qu'elle a créé suffisamment de turnovers. Donc il faudra voir quelle équipe a le dessus. Je suis un peu intrigué quand même par San Francisco vu la forme actuelle des Bucks. J'y vais quand même avec Tampa à la maison, mais avec encore l'imbroglio Fitzpatrick, Winston. C'est fini, Winston est titulaire. Oui, jusqu'au prochain match. Juste sur le ratio des turnovers, ces deux équipes sont délirantes. C'est 5 ballons gagnés pour 20 ballons perdus du côté de San Francisco et c'est 6 gagnés pour 29 perdus du côté de Tampa. Donc a priori, il pourrait y avoir quelques pertes de balles dans ce match. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a une des deux équipes qui va faire gonfler son compteur de ballons gagnés. C'est quand même une bonne nouvelle. C'était quoi les stats pour San Francisco? 5-20. 5 gagnés, 20 perdus. Et 6-29 pour Tampa. Ah oui, quand même. Oui, on est généreux.
C'est ce que je constate. Donc Tampa pour tout le monde. Bills, 3 victoires, 7 défaites. Jaguars, 3 victoires, 7 défaites. Qui aurait pensé que ces deux équipes auraient le même bilan après 10 semaines cette saison? Celui-là, ça va. Ces deux équipes de playoff l'année dernière, ça aurait pu, mais vrai, pas avec 3-7. 3-7. C'est vrai. Bon, Josh Allen est de retour. A priori, il va vivre une soirée compliquée quand même. Oui, surtout qu'on a vu que la défense de Jacksonville avait quand même repris un peu du poil de la bête contre Pittsburgh. Donc là, c'est sûr que même si Buffalo, offensivement, s'est remis un peu en confiance face aux Jets, avec notamment un jeu au sol un peu plus conquérant, sur la distance, j'ai un peu peur que... Mais c'est toujours la même chose. Après, on sait que... Alors là, c'est un peu l'inverse de Tampa, c'est-à-dire que Buffalo marque très peu de points, mais ils sont tellement capables de créer des turnovers, et face à Blake Bortles, il y a peut-être l'opportunité d'en avoir quelques-unes. Ils peuvent rester dans le match, mais voilà, avec Leonard Fournette qui revient bien, j'ai peur qu'à l'usure, j'ai peur pour Buffalo en tout cas, qu'à l'usure, Jacksonville finisse par l'emporter. Après, la défense de Buffalo est pas ridicule quand même. Ils sont deuxième de la ligue derrière les Ravens sur les yards autorisés par passe tentée dans les airs. Donc il y a quand même des bonnes choses, mais oui, après à l'usure, je pense en effet que Jacksonville est au-dessus. Ravens, 5 victoires, 5 défaites. Raiders, 2 victoires, 8 défaites. Lamar Jackson, épisode 2. Auckland a la deuxième pire défense au sol de la ligue, au-dessus des Bengals. Donc ils montent en puissance. Ils lui ont fait un programme adapté dans l'opposition. Il semblerait qu'il y ait encore de la place. Oui, là, oui, manifestement. Alors, toi qui détestais Lamar Jackson, il faut le dire, dans le process pré-draft. Je vais te le laisser celui-là. Est-ce qu'il t'a bien rabattu ton caquet la semaine dernière? Tout à fait. J'avais dit que c'était un joueur qui n'avait aucune lecture, qui à l'heure où il était drafté, n'avait pas de lecture et courait. On m'est tombé dessus en disant que j'étais un hater, comme on aime bien dire. Là, on a vu très clairement que si à mi-saison, après des camps d'entraînement et après 8 ou 9 matchs de saison régulière, si Marty Mornhinweg se mouille pas trop à lui faire lancer des ballons, c'est que manifestement, niveau lecture, il n'est pas encore complètement au point. Et on l'a vu d'ailleurs, stat à la patte. Je ne vais pas faire la review du match contre les Bengals, mais voilà, on a vu quand même qu'il y avait quelques lacunes. Contre Auckland, je ne suis pas sûr qu'il y aura besoin forcément de forcer son talent dans les airs. Surtout que tu en parlais mardi, il y a aussi une alternance au sol avec Gus Edwards notamment. Donc oui, ça peut être une longue soirée pour les Raiders en l'occurrence. S'il a du mal niveau lecture, il faut qu'il commence par des nouvelles, puis qu'il monte petit à petit. Non. Les Ravens sont statistiquement la meilleure défense de la ligue et les Raiders ne marquent que 17 points par match. Donc de toute façon, ça n'augure pas grand-chose de bon pour Auckland. Tu penses qu'il gagne son deuxième match à la suite, Lamar Jackson? Oui, là franchement... En tout cas, s'il le perd contre Auckland, ça peut faire tâche. Surtout dans une période où les Ravens sont un peu dans la course au playoff. Même question que j'ai posée à Raphaël. Tu crois qu'il garde le job s'il gagne 2-3 matchs de suite? Je suis pas sûr que le match contre Auckland conditionnera tout. Parce qu'encore une fois... ça va dépendre de la prestation aussi. Il y a deux défenses passoires quand même, parce qu'ils jouent Cincinnati et Auckland. On va voir si les Raiders vont montrer un meilleur visage, mais ça restera à relativiser. Mais on sait que ça va très très vite en NFL. On sait que de toute façon, c'est un premier tour de draft. Donc à un moment donné, il faudra quand même tenter le coup. Il faudra voir s'il tente d'ici la fin de la saison. Mais encore une fois, il y a des playoffs en jeu et il y a un head coach qui joue sa place. Ravens pour toi. Ravens pour moi, ouais. Panthers, 6 victoires, 4 défaites. Seahawks, 5 victoires, 5 défaites. Frank Clark est-il la révélation de l'année à Seattle? 10 sacs en tout, 7 sacs sur les 5 derniers matchs. Alors, révélation, je ne sais pas, parce que déjà l'année dernière, il était quand même assez performant. C'est sûr que là, il m'a dit la même chose avant l'émission. J'ai checké sur lui cette question. Ça n'a pas marché non plus. C'est sûr qu'on le voit beaucoup plus en lumière, notamment parce qu'il y a un Michael Bennett qui est plus là, Cliff Avril également qui a arrêté sa carrière. Donc c'est sûr qu'il est beaucoup plus sur le devant de la scène. Et puis, c'est un peu lié à tout ça, mais les pertes défensives du côté de Seattle... Alors, je ne vais pas dire qu'on remarque encore plus les quelques playmakers qui leur restent, mais voilà, en tout cas, Frank Clark est devenu vraiment la figure de proue, la tête de gondole de cette défense. Et en tout cas, il répond vraiment aux attentes parce qu'il n'y a pas vraiment, en tout cas dans mon esprit, il n'y a pas vraiment de pass rusher capable de lui libérer des brèches. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il va chercher. Là, contre les Panthers, il va avoir quand même du travail parce que malgré les pépins physiques qu'il y a sur la O-line des Panthers cette année, il y a quand même un bon boulot. C'est une des équipes qui concède le moins de pass rush sur Cam Newton, même si on sait que le quarterback de Carolina est capable de se déplacer. Donc, je ne suis pas sûr que ce sera l'élément fondamental là-dessus. Un gros jeu au sol de Seattle, mais contre un gros run-stop de Carolina. Donc, j'irai quand même avec les Panthers en l'occurrence. Bon, match physique, Seattle est la première équipe au sol de la ligue et on sait que les Panthers aiment bien faire tourner McCaffrey pour que ça marche. Donc, ça va être costaud. T'as dit les Panthers, c'est ça? Panthers, Je vais dire les Panthers aussi. Les Jets, 3 victoires, 7 défaites. Patriots, 7 victoires, 3 défaites. Rivalité, Patriots qui sortent d'une semaine de repos. Les Patriots ont gagné les 4 derniers matchs entre ces deux équipes. Les Jets ont perdu 22 ballons cette saison. Seuls les Bengals font pire. Donc, sur les stats, a priori,
C'est plutôt Patriots. Sam Darnold est, j'ai envie de dire, plus qu'incertain, parce qu'il ne s'est pas entraîné, je crois, encore mercredi. Tom Brady serait un peu touché au genou. Il apparaît sur le rapport des blessures. Je le notifie. On va beaucoup jouer au sol, quoi. Voilà. On va limiter les courses de Tom Brady. Je pense que tu allais le dire, mais il y a le retour de Gronkowski qui peut être intéressant. Et voilà. Donc ça peut être évidemment des trucs qui changent tout. Tiens, est-ce que tu es d'accord avec c'était le Daily News, si je dis pas de bêtises, qui titre le Gronk est fini? Vas-y, mouille-toi. Non, mais c'est pas un piège, mais est-ce qu'on peut dire qu'en effet, il a peut-être amorcé un certain déclin ou... Je pense que de toute façon, si l'année dernière, il y avait déjà ces rumeurs de retraite, et encore une fois, on rappelle que Gronkowski l'avait pas forcément nié en conférence de presse quand on l'avait emmené sur le sujet, on sait qu'il traîne depuis plusieurs saisons des blessures, notamment des problèmes de commotion. Et voilà, on se rappelle du Super Bowl qui avait manqué. Alors, c'était contre qui? C'était contre les Seahawks, non, qui rate, celui où il se blesse en finale de conférence contre Baltimore. Il joue contre les Seahawks. Alors, c'est contre Atlanta qu'il le loupe. Contre Atlanta, il le loupe, je crois. Mais voilà, c'est rare en tout cas qu'il joue tous les matchs sur une saison, et là je pense que son corps à un moment donné commence peut-être à dire aussi, stop. Le dos est récurrent aussi. Donc voilà, je pense que même chez certains fans des Pats, on commence à constater que il est peut-être moins incisif que ces dernières années, et c'est sans doute aussi lié à ces blessures à répétition. Donc fini, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas une nouvelle de dire qu'il est plus proche de la fin que du début de sa carrière. A priori. Mais à mon avis, j'ai du mal à le voir faire plus que 1 ou 2 années supplémentaires. Sur ce, le pronostic Patriots pour tout le monde. Eagles 4 victoires 6 défaites, Giants 3 victoires 7 défaites. On parle rarement de match de la dernière chance en NFCS parce qu'en général ça se joue sur le dernier tiebreaker de la dernière semaine et tout le monde a 9 ou 8 victoires. Mais est-ce que les Eagles sont si mal en point en attaque que les Giants peuvent se glisser et passer dans ce match? Alors je suis content que tu parles de ça, Alain, parce que pour avoir regardé, je suis quand même tombé sur des stats assez ébouriffantes. On se moque beaucoup de l'attaque des Giants, notamment les performances d'Eli Manning, mais j'ai remarqué que les Giants marquent plus de points en moyenne par match que les Eagles depuis le début de la saison. Il n'y a pas beaucoup qui l'ont allé. Philadelphie est à 20,5 points, ils sont 24e en NFL. Alors ça joue un peu, les Giants doivent être à un peu plus de 21 points, et surtout Carson Wentz est plus intercepté qu'Eli Manning depuis le début de la saison. Ça aussi, moi j'ai vu 6 interceptions pour Manning et 7 pour Wentz. T'es sûr? Ça me paraît beaucoup pour Wentz. Je vais voir, c'est peut-être moi qui ai mal. Mais moi, il me semble avoir vu cette interception. Il est sur les meilleurs stats de sa carrière. Après, non, alors attends, non, alors, autant pour moi. C'est cette interception pour les quarterbacks des Eagles depuis le début de la saison. Ah bah ouais, mais t'es dur là. Et Foles, il a joué 2 matchs. Hein. Ouais, enfin, il n'est pas responsable des erreurs de Foles, Carson Wentz. En tout cas, par rapport à ce qu'on pouvait en attendre au début de la saison et aux nombreuses critiques qu'on a fait vis-à-vis de l'attaque des Giants, on se rend compte que voilà, c'est surtout Philadelphie qui patine un petit peu. Il y a toujours cette même donnée qui est de savoir comment impliquer Golden Tate, et manifestement Doug Peterson et son coordinateur McGraw ont encore un petit peu de mal dans cette optique-là. Et puis il y a un jeu au sol qui va devoir être trouvé. Un problème qui a plus forcément New York quand on voit que Saquon Barkley est un peu partout. Le gros match-up forcément sur ce match-là, c'est Saquon Barkley contre le run-stop des Eagles. Et je serais curieux de voir également ce que va donner Odell Beckham contre ce backfield défensif de Philadelphie un petit peu dépeuplé depuis plusieurs semaines. Donc, les Eagles ont gagné au match aller, ils sont toujours favoris, je vais les mettre, je vais parier sur les Eagles sur ce match-là. Mais attention, je ne serais pas étonné que New York gagne ce match. Et si Dallas gagne ce soir, ils seront qu'à 2 matchs du titre de division, les Giants. Par contre, t'es pas loin d'avoir raison quand même. 15 touchdowns, 6 interceptions pour Wentz. Donc, mais ça a dû se tasser sur les dernières semaines parce qu'il était plutôt bien parti. Mais, ouais, peut-être. Voilà. Mais en tout cas, Manning, il me semble avoir vu qu'à 14-6. Je ne vais pas me tromper, mais voilà. En tout cas, Philadelphie, juste pour info, on disait il marque 20 points et demi par match. L'an dernier, c'était à 28-6. Donc, il y a quand même une grosse chute à ce niveau-là. On parlait du départ de Frank Reich dans l'émission de mardi, je vous y réfère. Coup d'envoi 22h05, toujours dimanche. Chargers 7 victoires, 3 défaites. Cardinals 2 victoires, 8 défaites. 3 matchs de suite à plus de 100 yards gagnés pour David Johnson. Ça va mieux, mais je pose la question à celui qui jugeait le processus pré-draft, Josh Rosen. On en fait quoi pour l'instant? Qu'est-ce que ça donne? Je pense qu'il va continuer son apprentissage en espérant avoir une meilleure ligne offensive à l'avenir. C'était un petit peu l'interrogation, l'énigme de le mettre dans ces conditions avec une O-line qui paraissait à la fois légère et en plus fragile. On a vu, il y a eu la blessure, il y a eu la fin de saison prématurée de Justin Pugh, DJ Humphries qui traîne encore et toujours des pépins physiques. Donc c'est sûr que c'est pas les meilleures conditions. Et c'est à l'image de la saison des Cards en règle générale. Donc je pense que
Il faut qu'il continue son apprentissage. Je pense que là, il va se taper un bon test face aux Chargers, qui en plus vont être un peu énervés quand même d'avoir laissé filer une victoire à leur portée contre Denver. Broncos, ouais. C'était pour parler un petit peu des Cardinals avant de pronostiquer tous les deux les Chargers. Oui, bah, après, il y a une défense d'Arizona qui peut faire déjouer l'attaque également. Ils sont quatrième contre la passe, oui. Voilà, il faut pas leur retirer c'est ça. à surveiller, mais Los Angeles. 22h25, dimanche. Colts 5 victoires, 5 défaites. Dolphins 5 victoires, 5 défaites. Les Colts enchaînent les victoires. Les Dolphins vont récupérer Ryan Tannehill. L'effet Frank Reich Indianapolis, c'est un peu l'effet Adam Gase qu'on attend depuis 3 ans à Miami, non? C'est pas beau de présenter les choses comme ça. Même si c'est vrai, quoi. Je sais pas, on sait jamais. Après, il y a tellement d'équipes dans la ligue qui sont capables de faire déjouer les pronostics. Miami en fait partie, hein, et encore une fois, ils sont capables de... Moi, il y a une équipe qui est capable de provoquer des turnovers sur le backfield défensif contre Andrew Luck qui est en feu depuis quelques semaines. Il y a un jeu au sol qui, du côté des Colts, quoi qu'on en dise, reste quand même assez irrégulier. Miami, je pense... j'allais dire, je pense, va les arrêter. Mais peut les arrêter, mais c'est vrai qu'ils ont un run-stop un peu cata depuis le début de la saison. Je vais pas être trop cynique parce qu'on va me le renvoyer en pleine tête si Miami gagne. Mais oui, ils ont des chances. Elles sont limitées. Ils ont des chances, mais j'y crois pas, c'est pas sûr trop. que sur la dynamique, j'y vais avec Indianapolis quand même. Indianapolis aussi. Broncos 4 victoires, 6 défaites. Steelers 7-2-1. Les Steelers sont meilleurs en attaque et en défense. Von Miller fait encore une saison à 10 sacs quand même. Ça va être compliqué de contenir les Steelers, même s'ils viennent de taper les Chargers. Ça semble quand même compliqué pour Denver là. Ouais, alors du coup j'ai été avancé l'argument de la bonne O-line des Steelers, mais celle des Chargers était bonne également. Donc voilà, quand on a Miller et Chubb pour mettre la pression, et Shane Ray qui peut éventuellement sortir du chapeau de temps en temps, voilà, c'est sûr que ça reste l'atout majeur du côté de Denver. Après, quand on voit que les Steelers, en étant complètement au fond du trou à Jacksonville, arrivent quand même à s'imposer en fin de match, voilà, on se dit que là ils sont vraiment en pleine confiance, 6 victoires consécutives. Là très clairement, alors on sait que l'année dernière c'était leur petit péché de tomber sur des matchs a priori faciles. On se rappelle de défaites à Chicago par exemple. C'est là où il faut voir s'ils vont confirmer qu'ils restent focus jusqu'au bout. Ils ont potentiellement la première place de la conférence à jouer et là c'est clairement un match à leur portée, donc il ne faudra pas se louper pour les joueurs de Mike Tomlin. Bon, Steelers pour tout le monde. Ouais, surveiller la protection de balle, enfin surveiller les petites drops éventuelles de James Conner comme on voit depuis quelques semaines. Je parlais de saison à 10 sacs. TJ Watt y est aussi du côté de Pittsburgh. Le coup d'envoi dans la nuit de dimanche à lundi 2h20, c'est l'affiche de la semaine dont on parlait, Vikings-Packers. Donc on a donné Packers pour moi et Vikings pour toi, c'est ça. Coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi 2h15 du matin. Houston Texans 7 victoires 3 défaites. Tennessee Titans 5 victoires 5 défaites. Rivalité de division. On a l'énigme Tennessee qui est de retour avec Marcus Mariota, une semaine oui, une semaine non. Quand même, Tennessee marque 17,8 points par match, ils sont 28e en NFL. Eux aussi, ils ont l'air d'avoir les armes quand même maintenant pourtant. Il y a des coureurs, il y a Corey Davis qui progresse, il y a TJ Sharp qui est pas affreux. Alors évidemment, il manque de Lenny Walker, mais il y a des semaines où on a dit qu'ils avaient les armes, alors je sais plus. Je sais plus moi non plus, je sais. Mais Mariota est à 100%. Alors on sait toujours pas. On ne sait toujours pas. Nerf pincé, ce serait pas grave au niveau du coude, mais on ne sait pas s'il va jouer, on ne sait pas dans quel état. Je ne sais pas. Et puis, c'est vrai que cette histoire aussi avec Dean Pease m'intrigue un peu. Je ne sais pas trop dans quel état d'esprit ils sont. Ça, c'est l'âge. Hein. Oui, mais ça, c'est l'âge. Mais après, voilà. Ça arrive à tout le monde. Dans quel état d'esprit est la défense de Tennessee? Enfin, je ne sais pas trop exactement. Je fais pas du jeunisme forcené, mais c'est ce qui risque d'arriver quand tu emploies des gens qui ont passé l'âge légal de la retraite. Des fois. Enfin, tu sais, ça veut rien dire. Hein. C'est Gary Kubiak qui avait fait un malaise sur le bord de touche à Denver avant sa retraite anticipée. Et pourtant, on misait tous. On pensait tous que ce serait Wade Phillips. En l'occurrence, c'était Gary Kubiak. Voilà, je vais me faire beaucoup d'amis. C'est pas grave. En ce jour de Thanksgiving, c'est ça important. Va, la mort fait partie de la vie. Hein. Pensez aux anciens, passez du temps avec eux. Et non, mais voilà, blague à part. Voilà, faut voir dans quel état d'esprit sera cette équipe de Tennessee. Alors, elle est capable d'être performante sur le run-stop. Après, Houston, on le dit, on le répète, voilà, c'est l'anti-Tennessee. C'est-à-dire que eux, ils sont pas aussi impressionnants que les Titans sur les matchs que Tennessee remporte, mais en tout cas, ils sont appliqués. 7 victoires dessus, je crois que c'est la meilleure série depuis, dans la ligue. Donc là, c'est un match à domicile. On se rappelle qu'ils avaient perdu très très peu en deuxième semaine sur le terrain de Nashville. Donc il y a une petite revanche à prendre. Et puis là, avec Deshaun Watson qui est dans la bonne carburation, DeAndre Hopkins qui contre des cornerbacks plus qu'irréguliers du côté de Tennessee aura sans doute un match-up favorable. J'y vais avec Houston de mon côté. Houston également au repos cette semaine, les Chiefs et les Rams parce qu'ils l'ont bien mérité.